je suis Mathieu Leral, je suis prof à l'ENSAE et vis-à-vis de l'université, je suis responsable du master 2 maths de l'aléatoire et en particulier de la partie stats et machine learning de ce master. Donc vous aurez affaire à moi en deuxième année si jamais vous décidez de poursuivre là-dedans, ce qui n'est pas impossible vu votre choix de mini-cours aujourd'hui. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de détection de communauté. Alors, pourquoi vous parlez de ça aujourd'hui et pas d'autre chose? C'est parce que, d'abord, il y a des jolies maths. Voilà, c'est des maths appliquées, mais avec des contributions de gens qui font des maths pures qui sont importantes. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les maths pures, c'est pas interdit d'aller dans des masters de maths appliquées. Vous aurez l'occasion d'en faire des jolis et plus d'opportunités de poste derrière. Donc voilà. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais voilà. Donc il y a des jolies maths, c'est la première chose. Ces jolies maths, donc elles sont appliquées sur un problème qui a été résolu en partie par des gens du plateau. Donc voilà, ça fait. Et en utilisant des outils qui eux-mêmes ont aussi été développés par des gens ici. Donc ça fait au moins 3 bonnes raisons de vous parler de ça. Alors, comment ça va se passer? Donc, ce matin, il y a 3 mini-cours. Donc, le cours 1, on va parler essentiellement de l'algorithme spectral. On va voir ce que c'est. Donc, le problème de détection de communauté, c'est un problème qui vient des maths appliquées. Donc, vous avez typiquement des entités, donc des gens ou des blogs ou des choses comme ça qui sont en réseau. Donc il y a une structure de graphe derrière. Okay, c'est des gens avec des arêtes entre eux qui signifient des choses et vous cherchez à identifier des communautés là-dedans. Donc typiquement, vous avez un réseau social, vous avez une question clivante. Est-ce que ces gens de votre réseau social vont voter républicain ou démocrate aux prochaines élections? Et vous cherchez à reconstruire les gens qui sont d'une communauté et de l'autre. Ok, donc il y a des approches spectrales, donc c'est-à-dire qu'il y a de la théorie des matrices, et c'est le spectre des matrices qui va jouer pour résoudre ce dont on va parler au cours 1. Au cours 2, on va voir une modification de ce truc-là. Donc ça, qu'est-ce que c'est l'intérêt? C'est pourquoi est-ce qu'on fait des maths quand on arrive sur un problème appliqué et quel peut être l'intérêt qu'il y a à faire ça? La première partie, ça va être les maths vont nous permettre d'avoir des garanties théoriques sur un algorithme un peu de base. Et au cours 2, elles vont aussi permettre de donner des idées pour mettre en place des algorithmes qui font mieux que cet algorithme de base. Donc on parlera d'un second algorithme qui fait ça et on verra en quoi il améliore ce truc-là. Donc théoriquement d'une part, et je vous donnerai aussi quelques idées pourquoi il l'améliore en pratique aussi vraiment concrètement et pourquoi les hypothèses qu'on a sur celui-là, elles sont plus naturelles que celles qu'on a sur celui-là. Et puis au cours 3, on fera un peu de concentration de la mesure. Donc, qu'est-ce que c'est la concentration de la mesure? C'est une partie de la théorie des probabilités qui permet de contrôler des choses. Et typiquement, ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce problème-là, c'est qu'on va voir qu'on va se réduire, quand on analyse ces algorithmes-là, à devoir contrôler des normes de matrices aléatoires. Et donc la théorie de la concentration de la mesure, c'est un outil probabiliste qui permet de faire ça en pratique. Ok, donc voilà le plan de ces 3 cours. Il est encore temps à midi de vous dire que ça ne vous plaît pas du tout et que vous feriez mieux d'aller voir ailleurs.
je vous ai au moins prévenu là-dessus. Alors, donc le cours 1, on va parler de cet algorithme spectral pour la détection de communautés. Au fait, est-ce que vous arrivez bien à lire ce que j'ai écrit sur le tableau? Il n'y a pas de problème, au fond. Donc le problème de détection de communauté, on va le poser un peu plus proprement. Et pour ça, j'ai besoin de juste un tout petit peu de graphes. Donc les graphes, moi je vais les noter comme un couple, V et E, V étant les vertices, donc l'ensemble des nœuds. Et mon ensemble des nœuds, il va toujours être fini, et je vais le noter 1 jusqu'à n. Et puis E, ça va être quelque chose, ça va être un ensemble de paires. D'accord, donc si une paire IJ est dans E, ça veut dire que I est relié avec J, okay, dans le graphe. Et le truc dont je vais avoir besoin, c'est que G va être encodé. D'accord, on a dit qu'il allait y avoir des matrices. La voilà. Par sa matrice d'adjacence. Donc c'est une matrice que je vais noter A comme adjacence, dont les coordonnées AIJ valent 1 si IJ est une arête du graphe et 0 sinon. Si IJ n'est pas une arête du graphe. Ok ? Donc est-ce que vous avez déjà dû croiser des graphes dans vos vies? Est-ce que la matrice d'adjacence, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de manier? Oui. Donc la grande propriété de cette matrice, comme je prends des paires de nœuds, voilà, effectivement, c'est qu'elle est symétrique. Et une matrice symétrique réelle, c'est cool, parce que c'est diagonalisable, donc ça a un spectre, et ce spectre, ça va être quelque chose qui va nous intéresser ici. Alors, on veut parler du problème de détection de communauté. Alors, je vous ai dit que c'est inspiré de la vie réelle. La vie réelle, vos graphes, ça représente plein de choses. Ce sur quoi on va travailler pendant ce cours, c'est un modèle très simple de graphe aléatoire dans lequel il y a des communautés qui apparaissent naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire graphe aléatoire? Donc j'ai fixé une fois pour toutes mon ensemble de nœuds dans le graphe. Donc la seule chose que je peux rendre aléatoire, c'est les arêtes que je vais mettre dans le graphe. Donc ce que je vais me donner, c'est une loi sur les arêtes, ou une loi sur les matrices ici. C'est la même chose. Et cette loi va être telle que je vais naturellement avoir une structure de communauté dans mes nœuds. D'accord, mes nœuds vont être divisés en communautés dès le début. Donc le modèle, il s'appelle le Stochastic Block Model. Block Model en anglais, qu'on va abréger en SBM à partir de maintenant. Donc ça c'est le SBM. C'est un modèle de graphes aléatoires, de loi sur les graphes aléatoires. Ah. Dans lequel les nœuds sont groupés en communauté. Donc, qu'est-ce qu'il faut se donner? Donc, on se donne
une partition on va faire simple, hein, on va dire que V c'est une communauté des gens qui ont -1 et une communauté des gens qui votent 1. Et puis, je vais dire que les cardinaux de chacune de ces deux communautés, ils valent exactement n sur 2. Ça, c'est le premier ingrédient pour définir le modèle. Le deuxième, c'est on se donne aussi... Donc, on se donne... Deuxième chose, c'est qu'on va se donner 2 réels. P et Q entre 0 et 1. Et puis, la loi qu'on va mettre sur... donc, soit les arêtes, et je vais l'encoder par la loi que je vais donner pour les AIJ. Alors, je vais raisonner sur cette matrice d'adjacence une fois pour toutes. Donc, ça va être la suivante. Je vais dire que les AIJ, elles sont indépendantes. Et elles ont les lois suivantes. Donc pour tout I et J comme ça, donc je prends que les I plus petits que J parce que AJ ça va être égal à IJ pour que ma matrice soit symétrique. Je vais voir que AIJ ça suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Si I et J sont dans la même communauté, à la même communauté, et puis une Bernoulli de paramètre Q, si I et J n'appartiennent pas à la même communauté. D'accord ? Donc dans tous les cas, que vous soyez dans la même communauté ou pas, vous pouvez être relié à des gens de l'autre communauté. Donc le problème n'est pas trivial, d'accord ? Si j'avais un graphe coupé en 2 composantes connexes, il n'y aurait aucun problème à retrouver ces communautés-là. Là, on va jouer à un jeu qui est un peu plus difficile. On peut ne pas être relié l'un à l'autre si on est dans la même communauté. Et on peut l'être si on est dans des communautés différentes. Simplement, on a plus d'affinité avec les gens de notre communauté parce que la probabilité de se connecter, c'est P si on est dans la même communauté. Donc, c'est plus fort que si on est dans des communautés différentes. On a Q. Oui. Alors, il y a 150 extensions de ce problème-là. Ce que moi je vais présenter, c'est ça, mais par contre le problème général, évidemment, on va avoir des communautés potentiellement de taille très différente, donc ça va poser d'autres problèmes. Pour aujourd'hui, ça va être, pour les 3 cours, ça va être n sur 2. Mais c'est un problème qui est intéressant, évidemment, de façon plus large que juste ce cas-là. Alors la question qu'on va se poser là-dessus, j'ai dit qu'on allait chercher à détecter les communautés et peut-être plus précisément, alors là c'est vraiment pas très pratique, donc je vais attendre 3 secondes que si vous voulez marquer des choses, vous ayez le temps de le faire. Donc la question mathématique qui va être rigolote, c'est quand la taille de mon graphe va grandir, donc quand n va tendre vers plus l'infini, quel va être le seuil de détection? Donc quelle doit être la taille de P et Q? Quelle est la taille minimale de P et Q lorsque n tend vers l'infini? Donc ces deux-là, ils vont tendre vers 0. Et à quelle vitesse je peux les faire tendre vers 0 de manière à ce que je sois quand même capable de produire un algorithme qui fait un nombre d'erreurs contrôlées. Donc, qu'est-ce que c'est un nombre d'erreurs contrôlées? Si vous tirez complètement au hasard les communautés, vous allez avoir à peu près n sur 2 erreurs. Donc le jeu, ça va être de produire des algorithmes qui font epsilon n erreurs avec epsilon qui est aussi petit que... Enfin, ça va être un paramètre qu'on va se donner au départ.
D'accord ? Si epsilon vaut 1 sur n, ou est plus petit que 1 sur n, vous aurez carrément 0 erreur, et vous avez reconstruction parfaite. Mais notre jeu, nous, ça ne va pas forcément être aussi fin que ça, mais en tout cas, étant donné epsilon, on va essayer de faire aussi bien qu'on peut. Alors, je peux remonter le tableau, ça va ? Personne n'est... Donc la question... Quand n tend vers plus l'infini, quelle est la taille donc minimale, on va voir en quel sens, hein, de PQ tel que on puisse retrouver donc les communautés en observant simplement A. On vous donne la matrice d'adjacence, donc on vous donne le graphe, et vous, le jeu, c'est retrouver les communautés là-dedans. Alors, il faut voir que, là, j'ai pas de dessin, mais si vous tapez détection de communautés sur Google, vous allez avoir des jolis dessins, et si les nœuds des communautés 1 et moins 1 sont mélangés, c'est pas quelque chose d'évident sur un grand graphe de refaire des... Si vous les mettez bien d'un côté, les gens de la même communauté, et bien de l'autre, les gens de l'autre communauté, vous allez voir un truc très très connecté là, et très peu connecté entre les deux bouts. On se dit c'est facile. En vrai, non. Si le graphe n'est pas géométriquement bien organisé, c'est difficile. Alors, donc aujourd'hui, j'ai dit, enfin ce matin, on va faire l'algorithme spectral. Qu'est-ce qu'il dit l'algorithme spectral ? Il est basé sur la remarque un peu triviale suivante. C'est qu'on va dire que à renumérotation près des indices, et pour écrire les choses, on va dire qu'on a fait cette renumérotation près, on va voir que la communauté moins 1, ça va être 1 jusqu'à n sur 2, et puis la communauté 1, ça va être n sur 2 plus 1 jusqu'à n. D'accord, moi je ne connais pas les numéros des nœuds, mais à renumérotation près, ma matrice c'est ça. Donc à permutation des lignes et colonnes près, j'ai le droit de faire ça. Et qu'est-ce qui se passe sur la matrice d'adjacence si j'ai ça ? Ce qui est très facile à écrire, c'est l'espérance de la matrice d'adjacence. Qu'est-ce que c'est l'espérance de la matrice d'adjacence ? C'est dans chaque entrée, vous avez l'espérance de la variable aléatoire AIJ. D'accord ? Donc ça, c'est la matrice qui, à chaque entrée, vaut ça. Et cette matrice-là, du coup, c'est très très simple parce que maintenant, on connaît exactement les gens de la communauté quand je veux écrire ce truc-là. Donc, qu'est-ce que ça va me faire ? Je vais avoir un truc en bloc, ici. Qu'est-ce que je vais avoir dans ce bloc-là ? Je vais avoir la probabilité de connexion de quelqu'un de la communauté moins 1 avec quelqu'un de la communauté moins 1. Donc ça va faire P partout. D'accord ? Je vais appeler J de taille n sur 2, la matrice qui a que des 1 et qui fait n sur 2. Et ici, j'ai P fois J n sur 2. D'accord ? Donc j'ai noté JK, la matrice qui a que des 1. Là, et qui est de taille K. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai à chaque fois regardé la probabilité de connexion de quelqu'un de la communauté moins 1 avec la communauté 1.
Donc ça va être Q à chaque fois. Et puis je fais pareil dans l'autre sens. Donc là j'ai à nouveau Q, J, N sur 2. Et puis là j'ai P parce que c'est les gens de la communauté 1 avec les gens de la communauté 1. Ça va? Et là c'est cool. Vous voyez tout de suite les méthodes spectrales. Qu'est-ce que ça va être du coup les méthodes spectrales? Qu'est-ce que ça va être le spectre de cette matrice-là? Cette matrice-là, elle est gentille, elle est de rang 2. Qu'est-ce que c'est sa plus grande valeur propre? Vous allez avoir associé au vecteur qui va que des 1. Vous allez avoir P plus Q fois N sur 2. Donc la plus grande valeur propre, je vais la noter lambda 1 de l'espérance de A. Ça va être N fois P plus Q sur 2. Et elle est associée à ce que je vais noter premier vecteur propre de E de A. Donc ça, j'ai dit que c'était celui qui avait que des 1. Que je vais noter 1 de taille n. Et qu'est-ce que c'est la deuxième valeur propre? Donc il y a deux valeurs propres non nulles. Elle est de rang 2. Celle-là, elle est de multiplicité 1. Et la deuxième valeur propre, donc là, il va falloir que je mette que des 1 sur cette partie-là et que des moins 1 ici. Ça va faire P moins Q fois N sur 2. Et puis c'est associé au vecteur U2 de l'espérance de A. Et ce vecteur-là, c'est 1 de taille N sur 2 et moins 1 de taille N sur 2. Ou moins 1 de taille N sur 2 et 1 de taille N sur 2 d'ailleurs. Je vais le mettre plutôt comme ça. Alors là, vous voyez le truc qui est vraiment cool. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qu'on veut faire? Quel est l'objet dans ceux que je vous ai notés ici? Alors E de A, oui. Okay. Mais quel est l'autre objet là-dedans qui est vraiment super cool vis-à-vis de notre objectif? Notre objectif, c'est de retrouver les communautés, donc de savoir dire moins 1 à chaque fois que quelqu'un est dans la communauté moins 1 et 1 à chaque fois que quelqu'un est dans la communauté 1. Alors, est-ce qu'il y a un objet là-dedans qui fait exactement ce travail-là? Oui? Oui! Donc ça, c'est... voilà, tout est là-dessus. Donc il faut qu'on soit bien clair sur le fait que là, on a gagné quelque chose. Donc lui, là, ça, c'est le premier résultat que vous allez encadrer dans votre truc. C'est sur celui-là que tout se base, tout ce que je vais raconter pendant les 2 premiers cours. Là, la conclusion à laquelle on est arrivé et qui est vraiment centrale pour toute la suite, c'est U2 de E de A classifie parfaitement les communautés. D'accord? C'est quelqu'un qui vous dit exactement moins 1 à chaque fois que vous avez quelqu'un de la communauté moins 1. Et qui vous dit 1 à chaque fois qu'il y a quelqu'un à chaque fois qu'un indice I est dans la communauté moins 1, la coordonnée I de U2 de E de A vaut moins 1. Et à chaque fois que quelqu'un est dans la communauté 1,
à chaque fois que I est dans la communauté 1 du graphe, la coordonnée I de U2 de A vous dit 1. Donc c'est un objet qui va naturellement être intéressant, et le gros problème, évidemment, et ça va être l'enjeu de toute la suite, on observe pas la matrice de A, cette brave matrice espérance de A, mais seulement A. D'accord ? Ça, c'est le problème. Il ne faut pas perdre de vue. On ne peut pas utiliser, on peut pas dire, du coup, je calcule E2A et je calcule son deuxième vecteur propre, puisque je n'ai pas E2A. Néanmoins, ça va être la base du premier algorithme. Je vous ai dit que c'était un algorithme naturel. Bon, dès qu'on fait cette observation-là, elle ne prend pas longtemps à faire, vous voyez, un tableau. On se dit, j'observe pas E2A, mais j'ai A, je peux classifier avec le deuxième vecteur propre de la matrice A. D'accord ? Je prends le vecteur propre associé à la deuxième plus grande valeur propre de A. Et puis je vais mettre 1 à chaque fois que sa coordonnée I est négative et moins 1 quand sa coordonnée I ou l'inverse. Bref, vous m'avez compris. Je vais écrire l'algorithme tout de suite. Est-ce que je peux baisser là sans que ça... Oui, ça va. Ah oui, j'ai un nouveau tableau qui apparaît. Il y en a dans tous les sens. Donc, l'algorithme spectral, qu'est-ce qu'il fait ? L'algorithme spectral, c'est on calcule U2 de A et on classifie donc I, on le met dans la communauté moins 1 si la coordonnée I de lui est négative, et puis I dans la communauté 1 et puis les zéros, vous les mettez où vous voulez, ça ne va pas changer le monde. Ça va ? Est-ce que l'idée de cet algorithme, elle est claire pour tout le monde ? On fait la remarque sur l'espérance. Alors, on n'a pas l'espérance, on a juste un estimateur trivial, c'est la matrice elle-même. Ça reste le meilleur estimateur de l'espérance dont on dispose, faute de mieux. On va utiliser ça, on va faire la même opération, puis on va serrer les fesses. Alors, on ne va pas juste serrer les fesses aujourd'hui, on va voir qu'il y a des raisons de croire que ça, c'est une bonne idée. Oui ? Pour l'écrire, mais si vos trucs sont mélangés, c'est pas là. En fait, il se passe exactement la même chose. Vous allez juste avoir, au lieu de pouvoir écrire ça proprement comme ça, vous allez quand même avoir les mêmes valeurs propres, ça va être associé à la même. Ici, ça ne va pas être associé à ce vecteur-là précisément, ça va être associé à celui qui vaut moins 1 à chaque fois que I est dans C-1 et 1. Donc, ça marche. Mais effectivement, de toute façon, la numérotation... Ok. Alors, pourquoi ça marche ? Donc ça, c'était l'algorithme spectral, c'était mon numéro 3. Donc mon numéro 4, c'est pourquoi ça marche.
Et pourquoi ça marche, c'est surtout jusqu'à quelle taille de P et Q je peux descendre pour que ça continue à classifier une proportion 1 moins epsilon des nœuds comme il faut. D'accord ? Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche ? Voilà, posons-nous la question. Alors, pourquoi ça marche ? C'est une bonne question. Donc, il y a deux bouts. Il y a deux ingrédients à pourquoi ça marche. Le premier, c'est un gros théorème. Alors là, on ne va pas le démontrer, celui-là. Ça s'appelle le théorème de Davis-Kahan. Qu'est-ce que c'est le théorème de Davis-Kahan ? Il vous dit la chose suivante. Donc il vous dit que si vous prenez S et T, deux matrices symétriques, donc elles sont diagonalisables, tout va bien. Et telles que, si vous prenez n'importe quel indice K, tel que la kème valeur propre du spectre de S, elle, il faut qu'elle soit bien séparée des autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais dire que le minimum pour les J qui sont différents de K, de la valeur absolue de la différence entre lambda K de S et lambda J de S, il faut que ce soit plus grand qu'un certain delta qui est positif. D'accord ? Elle est bien séparée. Il n'y a pas de valeurs propres qui sont trop proches de lambda K de S. Et trop proche, ça veut dire à une distance plus petite que delta. Okay, donc si ça c'est vrai, alors, et la condition porte que sur la matrice S. Okay, vous avez besoin d'une condition que sur une des deux matrices. Ça nous arrange parce que nous, une des deux matrices, ça va être l'espérance de A, celle-là on la maîtrise bien. L'autre c'est A, c'est aléatoire, ce serait pénible. Là, on n'aura pas ce souci. Alors, donc c'est bien séparé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez que le sinus de l'angle θ, il va être majoré par 2 fois la norme d'opérateur entre les matrices S et T divisé par delta. Et il faut que je vous explique qui sont ces gens-là. Donc le plus facile, c'est θ θ, c'est l'angle entre le kème vecteur propre de S et le kème vecteur propre de T. Okay. Et S-T, qu'est-ce que c'est ? C'est le maximum. C'est la norme d'opérateur. C'est le max entre la première valeur propre, la plus grande valeur propre de S-T et la plus petite. D'accord, c'est aussi le sup sur les x dans la boule unité.
si je me trompe pas en valeur absolue. Alors le cosinus de l'angle, ouais, c'est le produit scalaire entre les deux vecteurs normalisés. Et voilà, enfin, c'est l'angle, enfin, c'est un plan, hein, ça définit un plan, et je prends l'angle entre ces vecteurs-là. Bah, l'angle entre deux vecteurs, j'ai pas besoin de les normaliser jusque-là, mais effectivement, maintenant, du coup, là se pose un truc. Qu'est-ce qu'on va déduire de ça? On va déduire de ça qui nous arrange, nous. Donc à quoi j'ai dit qu'on allait l'appliquer? On va l'appliquer quand S vaut l'espérance de A et T vaut A. Alors qu'est-ce que vérifie? Est-ce que l'espérance de A vérifie ça? Sachant que nous, ce sur quoi on veut des informations, c'est le deuxième vecteur propre de l'espérance de A. Et que dans notre algorithme, on a fait apparaître le deuxième vecteur propre de A. Ce qu'il me faudrait, c'est que cette condition-là soit vérifiée avec k égale 2. Alors avec k égale 2, ça tombe bien, parce qu'on a déjà fait les calculs. On a fait les calculs où? Là. Là, on avait dit les valeurs propres, c'est ça, ça, et puis 0, 15 000 fois. Donc la deuxième valeur propre, il faut regarder comment elle est séparée de 0 et de ce truc-là. D'accord? C'est ça la condition. Pour calculer le delta qui va sortir dans le théorème de Davis-Kahn, il faut que je regarde la différence qu'il y a. Donc ici. Donc nous, on veut, donc pour S qui est l'espérance de A, T qui est A, et quoi? Et K égale à 2. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que delta, ça va être le plus grand écart qu'il y a entre donc, n sur 2, valeur absolue de P moins Q moins P plus Q. Et donc ça va être le max entre ça et n sur 2 fois P moins Q moins 0. D'accord, donc ça fait 2 fois Q, donc vous allez avoir n fois mu, avec mu qui est le max entre Q et P moins Q sur 2. D'accord, ça va se... Là, il y a un ouf. Est-ce que vous m'achetez ce calcul? Oui. C'est le min. Bien vu. C'est le min. Tout à fait. D'accord, donc on voit que... On voit, oui, on entend en tout cas. On entend que ce qui va jouer... Enfin, pour que ça marche pas trop mal, il faut que à la fois Q, donc la plus petite probabilité de connexion, soit pas trop petite, pas que ce soit 0, et que l'écart qu'il y a entre P et Q soit suffisamment grand. D'accord? Donc ça, c'est contre-intuitif. Enfin, en tout cas, cette partie-là, elle est contre-intuitive. Qui est assez d'écart entre P et Q, bon, on s'en doute. Qui est que Q soit assez grand, c'est contre-intuitif. Bon, j'y peux rien, c'est Davis-Kahn, ils disent ça.
Sinon, vous avez votre deuxième valeur propre Sinon, vous n'avez pas d'écart entre la première et la deuxième valeur propre, donc c'est dur de distinguer entre le vecteur qui classifie très bien et le vecteur qui vaut 1, 1, 1, donc qui met tout le monde dans la première communauté, parce que les deux valeurs propres sont les mêmes, donc n'importe quel vecteur de l'espace qu'ils engendrent, ça donne la même chose. Donc, au niveau des méthodes spectrales, ça ne marchera pas du tout si vous mettez Q à 0. C'est comme ça. C'est dommage. On se dit qu'on a un problème facile et qu'on n'arrive pas à faire, mais bon. C'est comme ça. Il y a d'autres méthodes dans ce cas-là. Donc pourquoi ça marche? Donc ça, c'est l'ingrédient 1. Et qu'est-ce qu'on va déduire de cet ingrédient 1? Donc on a dit qu'on avait ce truc-là. Alors ça, j'aurais bien aimé le garder un peu. Alors c'est pas lui. Alors on va repartir de ça. Oula. Ah bah tiens. Là, il descend. Bon, ça va. Ça va. Alors, le sinus de l'angle, si le sinus de l'angle est petit, ça doit être que les vecteurs sont quand même assez proches. D'accord ? Donc concrètement, comment on va utiliser cette information, enfin quantitativement, comment on va utiliser cette information? Là, on va utiliser la remarque de notre présentateur qui est connecté. On va regarder un peu la norme. Donc nous, ce qu'on a appelé U2 de l'espérance de A, c'était notre classifieur parfait, là, qui valait moins 1 sur les... et puis 1 sur les autres. Donc quelle est la norme euclidienne de ce machin-là ? Vous sommez n fois 1 ou moins 1 au carré, ça vous fait n. D'accord ? Donc on va regarder ce qu'on va appeler U2 de A. Alors je dis le vecteur propre. Donc le vecteur propre de A, dans le sens d'accord, donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a un vecteur propre, si U2 de A est vecteur propre de A, moins U2 de A aussi. Je vais noter U2 de A, celui qui a un cosinus qui est positif avec U2 de E de A. C'est ça, je veux dire, dans le sens de norme. N aussi. Je vais le mettre à la même norme que celui-là. Pareil, si U2 de A est vecteur propre, n'importe quel lambda fois U2 de A est vecteur propre, donc je peux choisir le lambda tel que la norme fasse exactement N. Okay, c'est celui-là que j'appelle U2 de A. Donc moi, je sais que le sinus qu'il y a entre celui-là et celui-là, il est majoré par oui, de norme racine de n, pardon. De norme au carré n. Donc qu'est-ce que j'ai? Si je prends la norme au carré
de ces trucs-là. Donc ça va faire, si je développe le carré, je vais avoir la norme au carré de U de 2A. Donc, je vais avoir n, plus la norme au carré de celui-là, ça va encore faire n, moins 2 fois le cosinus de l'angle entre U de 2A et... enfin, le produit scalaire, c'est le cosinus de l'angle. Ça me fait cosinus θ. 2n fois la norme des gens, donc pardon, j'ai 2n vecteur de ça. Encore le produit scalaire entre U de 2A et U2 de E de A, c'est le produit des normes fois le cosinus de l'angle. Ok, et là vous reprenez vos cours de géométrie de 4e. D'abord le cosinus, je vais pouvoir majorer par... non, c'est la norme au carré qui vaut n. Donc, normalement les maths sont consistants. Donc ça fait, vous pouvez majorer 1 moins cosinus par 1 moins cosinus carré, parce que cosinus étant un nombre plus petit que 1. Et le cosinus étant positif, enfin, tout va bien. Et là, vous faites apparaître votre sinus carré. Et le sinus carré de θ, c'est celui-là qu'on a pu majorer par ce bidule-là. Donc qu'est-ce que ça devient ce bidule-là? Donc vous vous retrouvez avec 2n fois 4, donc 8n, fois la norme d'opérateur de A moins E de A, divisé par le delta qu'on a calculé tout à l'heure, qui valait n fois mu au carré. D'accord? J'ai le sinus au carré, donc le sinus au carré, je le majore par ça. Pardon. Ok? Bon, après, on va simplifier. Ouais. Vous enlevez ça si vous voulez. Alors, pourquoi ça c'est cool? Lui, ses coordonnées, elles valent plus ou moins 1. Si le signe de la coordonnée i de lui n'est pas d'accord avec le signe de cette coordonnée-là, ça veut dire que dans la somme des carrés des différences des coordonnées, si les signes ne sont pas d'accord, comme lui vaut au moins 1, ça veut dire que vous payez au moins 1 à chaque fois qu'on fait une erreur. Donc, quel que soit i tel que U2 de A de I est négatif. Donc dès qu'on a fait une erreur en appliquant l'algorithme spectral, on a mal classifié I, ça veut dire. D'accord ? Si on a bien classifié I, le produit est positif. Si on l'a mal classifié, on a un truc négatif. Chaque fois qu'on a mal fait notre travail, on a que le carré de la différence au carré, ce truc-là, ça va toujours être plus grand que 1. D'accord ? Parce que celui-là vaut 1 ou moins 1. Et celui-là, il vaut quelque chose qui n'est pas dans le même sens. Donc l'écart qui est entre les deux, c'est au moins 1. Donc du coup, si vous sommez les erreurs, si vous sommez le nombre de fois où vous avez mal classé quelqu'un, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cette norme-là, c'est au moins la somme des fois où vous avez mal classé quelqu'un. Donc c'est au moins, ça, ce truc-là, c'est minoré.
Ça, c'est minoré par le nombre d'erreurs de l'algorithme spectral. D'accord, donc là on a une majoration ici. Ça, c'est une majoration du nombre d'erreurs de l'algorithme spectral. Et ce nombre d'erreurs, on peut l'écrire comme la proportion d'erreurs fois n. Avec epsilon qui vaut donc ça divisé par n. Donc, vous avez votre constante, ça va pas être tellement ce qui va nous intéresser. La norme spectrale de la différence entre A et son espérance divisée par mu au carré. D'accord, donc là, on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi il y a un cours 3. Parce que finalement, on a réduit notre problème donc à l'aide du théorème de Diviscan. Donc pour information, le théorème de Diviscan, c'est quelque chose que vous pourriez démontrer si vous faites un problème solide d'algèbre linéaire. Donc ça vous prendrait quelques heures, mais c'est pas inaccessible. Il y a une preuve élémentaire qui a été faite par des élèves du master l'année dernière. Voilà, ça se fait. Là, j'ai pas le temps de le faire, parce que ça me prendrait 3 cours, mais voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas hors de votre portée, et on arrive à ça, et donc on réduit le problème de savoir les performances de notre algorithme spectral au contrôle, au contrôle d'une norme d'une matrice aléatoire. Donc ça, c'est une quantité sur laquelle on va avoir des contrôles probabilistes. On va savoir contrôler typiquement l'espérance d'un truc comme ça, ou les quantiles de ces choses-là. On va dire qu'avec une probabilité assez grande, ça se passe bien. Évidemment, si tout va mal, il faut avoir quelque chose de catastrophique ici, mais enfin, quand le n est grand, typiquement, ça va se contrôler comme son espérance et tout va bien se passer. Donc la partie 2, on va admettre dans un premier temps ce qu'on va essayer de démontrer au cours 3, c'est-à-dire un contrôle probabiliste sur des matrices aléatoires, sur un norme d'opérateurs de matrices aléatoires, et puis on va pour conclure aujourd'hui, enfin ce matin, en déduire la valeur minimale. Donc là, ça va être dirigé entre autres par mu, la valeur minimale de P et Q sous laquelle l'algorithme spectral fonctionne. Alors, quel résultat je vais utiliser pour ça? Je ne sais plus où j'en suis. J'en suis à algorithme spectral. Donc le deuxième ingrédient de pourquoi ça marche, c'est quelque chose qui doit me permettre de contrôler cette norme d'opérateur là. Et le résultat dont je vais avoir besoin, c'est ce qui s'appelle inégalité de Bernstein matricielle. Alors ça, qu'est-ce que ça vous raconte? L'inégalité de Bernstein matricielle, c'est une inégalité sur les quantiles
de la norme d'opérateur d'une somme de matrices aléatoires indépendantes. On va voir que c'est pertinent pour étudier notre problème. Donc, qu'est-ce qu'elle dit d'abord, cette inégalité-là? Elle dit que si vous vous donnez donc des matrices, grand N matrices, alors je veux qu'elles soient symétriques, des matrices aléatoires, pardon. Je veux qu'elles soient symétriques, je veux qu'elles soient indépendantes. Je veux qu'elles vérifient qu'elles sont centrées. Donc ça veut dire que toutes leurs coordonnées doivent être centrées, sont des variables aléatoires centrées, et telles que, presque sûrement, la norme d'opérateur de la matrice XI est majorée par un certain K, presque sûrement. Ok, bon, c'est un théorème. Admettons, on ait ces propriétés-là. On va voir que nous, on est exactement dans ce cas-là dans pas longtemps. Alors, que dit cette inégalité? Elle va contrôler pour tout t positif, la probabilité que la norme d'opérateur de la somme de I égale 1 à n des grands xi dépasse t. D'accord, donc c'est en ça, je vous dis, ça contrôle les quantiles ou ça contrôle les probabilités de dépasser t pour tout t. Ça, je vais pouvoir le majorer par 2 fois n fois l'exponentielle de moins, donc une constante dont je ne me souviens plus, le minimum entre T2 sur sigma carré et T sur K. Où sigma carré, alors les matrices aléatoires de taille petit n croix petit n. Le petit n que vous avez ici, c'est la taille de la matrice aléatoire. D'accord ? C'est pas le nombre de matrices aléatoires. Sigma carré, qu'est-ce que c'est? C'est un terme de variance, c'est la norme d'opérateur de la somme de I égale 1 à grand N des espérances de xi carré. Alors là, tout de suite, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça, c'est un résultat super. Ce sera le but du cours 3. Là, tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi c'est un résultat super en l'appliquant à notre problème et en concluant sur les performances de l'algorithme spectral. D'accord ? Donc, pour l'instant, on va prendre ça comme c'est. On va se dire, je comprends rien, ou je comprends très bien, parce que vous voyez loin. En tout cas, on prend ce truc-là comme il est, et on conclut pour le contrôle qui nous manque dans l'algorithme spectral. Et on discute pour préparer le terrain pour cet après-midi. Alors, nous, pourquoi on est dans le cadre où on peut appliquer ce truc-là? Nous, ce qui nous intéresse comme objet, c'est la matrice A, moins son espérance. Mais bon, on va commencer avec la matrice A. Qu'est-ce que c'est la matrice A? Vous avez la somme des AIJ, EIJ.
D'accord, bon, mais ces variables aléatoires-là ne sont pas nécessairement indépendantes, mais elles sont pas loin de l'être. EIJ, c'est la matrice qui vaut 0 partout, sauf à la coordonnée IJ. Donc ça, c'est pas très loin d'être des variables, des matrices indépendantes. Je vais écrire juste, donc je vais ça comme ça. Je vais laisser de la place pour écrire moins l'espérance dans 2 secondes. Et donc j'ai EIJ plus EJ. D'accord, en utilisant le fait que AJ vaut la même chose que AJI. D'accord, et du coup A moins son espérance. J'enlève l'espérance partout, c'est linéaire. Ok. Donc là, cool. J'ai des matrices aléatoires, celle-là, non, celle-là, pardon, celle-là. Tout ça, c'est des matrices aléatoires qui sont indépendantes parce que le seul aléa qu'il y a, c'est via les variables aléatoires à IJ. Donc, les variables étant indépendantes, c'est pas parce que je les multiplie par je les mets dans un espace de matrice que c'est plus indépendant. Donc tout va bien, on a une somme de matrices aléatoires indépendantes. Alors après, il faut qu'elle soit symétrique. Là, ça tombe bien. EI, c'est symétrique. Et puis, ça, vous transposez, c'est symétrique aussi. Donc, elles sont n croix n, symétriques, indépendantes. Centrées, vous prenez l'espérance. Donc, tous les coefficients valent 0, sauf celui-là. Et son espérance vaut 0. Et cela, et là, l'espérance vaut 0. Donc, j'ai des matrices symétrique, indépendante, centrée, et j'ai juste à vérifier que la norme d'opérateur de ces trucs-là est bien contrôlée par une constante. Alors pour celle-là, comment est-ce qu'on peut contrôler la norme d'opérateur, c'est-à-dire essentiellement la valeur absolue de la plus grande valeur propre, la plus grande valeur absolue de valeur propre d'une matrice comme ça. Quand vous avez les matrices diagonales, c'est facile. Les valeurs propres, c'est contrôlé par les coefficients diagonaux. Donc là, la plus grande valeur propre de ça, c'est la plus grande valeur absolue possible de cette variable aléatoire-là. C'est des variables de Bernoulli. Donc presque sûrement, la norme d'opérateur de cette matrice-là, ça, je vais la contrôler par 1. D'accord. Je peux y aller facile, ça marche. Et pour la deuxième, bon, c'est pas hyper méchant non plus. Vous prenez EI plus EJ, puis EI moins EJ, et ça vous fait les deux valeurs propres non nulles. Et vous vérifiez qu'on a aussi, alors c'est peut-être 2 ou 1. 1, 2. Bon, c'est une constante. Donc tout va bien. On peut appliquer le résultat avec k qui vaut 1. D'accord ?
Donc on se retrouve avec la norme d'opérateur de A moins E de A qui va être contrôlée par ce machin-là. Alors pour expliquer ce que c'est que ce machin-là, il faut que je calcule ce bidule-là. Ok, donc il faut que je trouve la norme d'opérateur de la somme des espérances des xi au carré. Alors comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Alors j'aimerais bien garder mes xi, mais... Question. Oui, ça c'était le début. Oula, on a 5 minutes. J'ai quoi? Ouais, mais empêcher les gens d'aller manger, c'est pas une bonne idée au premier cours. Si je veux qu'ils reviennent cet après. Donc, bon. Si vous regardez dans les yeux ce que c'est que ces trucs au carré, qu'est-ce qui est cool en fait, c'est que quand vous faites les produits, donc EIJ par lui-même, si I est différent de J, ça fait 0. Les seuls non nuls, c'est EIJ par EJI, ça fait EII, donc c'est un terme diagonal. Et EJI par EIJ, ça fait EJJ, c'est aussi diagonal. Donc ces trucs-là, ça fait, lui c'est P ou Q fois 1 moins P ou 1 moins Q. Ça vous fait alpha 1 moins alpha fois EI plus EJJ. Donc vous n'avez que des termes diagonaux là-dedans. D'accord ? Et l'autre, c'est encore plus facile parce que EI fois lui-même au carré, ça fait EI aussi. Donc vous n'avez que des termes diagonaux dans tous les trucs de la matrice. Et si vous faites le calcul précisément, vous allez avoir que sigma 2, c'est de l'ordre de n carré fois p. C'est-à-dire que c'est plus grand que n carré sur 2 fois p et plus petit que n carré fois p ou quelque chose comme ça. À constante près, bon, on fait vite parce qu'on a faim. C'est ça, ce qui m'intéresse, c'est l'ordre de grandeur ici. Donc qu'est-ce que me dit du coup l'inégalité matricielle de Bernstein appliquée à mon cas de détection de communauté? Elle me dit qu'avec une probabilité, elle me dit que ça c'est plus petit que t, avec une probabilité qui est 1 moins exponentielle de donc une constante. Et puis j'ai le minimum entre t au carré sur ce machin-là et puis t fois 2z. D'accord, c'est ça que me donne l'inégalité de Bernstein matricielle. On a vérifié les hypothèses et on a calculé les quantités qui apparaissent dans le résultat, donc on arrive à ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je prenne, pour que ça, ce soit, disons, delta. Il faut que je choisisse t qui est n fois racine de p fois log n sur delta. Alors, j'ai dit quoi? N racine de p log n sur delta ou log n sur delta. Si je prends le max de ces deux trucs-là, alors j'ai avec probabilité 1 moins delta que la différence entre ces deux choses-là est contrôlée par ce truc-là. Et nous, comment est-ce qu'on voulait appliquer ce bidule-là? Si je reviens
là. Donc j'ai avec probabilité, je reviens ici. On a qu'avec proba 1 moins delta, la proportion d'erreur que va faire mon algorithme, elle va être contrôlée par donc, le carré de ce que je viens de trouver. Et puis je vais diviser ça par n carré mu au carré. D'accord, donc quand est-ce que ça marche? Il faut deux choses. Donc vous voyez qu'il faut que mu soit au moins de l'ordre de log n sur n. On veut que mu soit de l'ordre de, j'ai dit log n sur n fois epsilon sur racine de epsilon, pardon. Et puis, il faut que ce terme-là aussi soit plus petit que epsilon. Donc ça, quand on va dire que p et mu sont du même ordre, ça va se simplifier, les n vont se simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester log n sur mu. Alors c'est bizarre, je ne devrais pas avoir ça. Ça m'inquiète un peu. J'aurais bien aimé terminer sous vos yeux éblouis. Où est-ce que je me suis trompé? À vous. Et après, on va manger là-dessus. Qu'est-ce que j'avais mis dans mes notes? Jusque-là, j'étais d'accord avec moi. Là, je suis d'accord avec moi. Ah, là, je suis pas d'accord avec moi. Ah, c'est là que j'ai fait une faute. Ce truc-là, en fait, c'était n. C'était de l'ordre de n fois p et pas de n carré fois p. Ce qui m'arrange bien. Parce que là, du coup, j'ai ça. Et donc, je vais avoir n qui... Enfin, si je prends que mu est de même ordre que p, là, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais avoir np qui va se simplifier avec 1 n mu, et il va rester log n sur n mu. Donc, pour que ce soit du monordre, il faut que ce soit... Donc, je ne vais pas avoir racine de epsilon, mais epsilon. Donc, à quoi on aboutit? La conclusion pour ce matin, et j'en ai besoin pour cet après-midi. Donc si vous avez que P moins Q et que Q sont au moins de l'ordre de log n sur delta divisé par epsilon n, alors avec proba 1 moins delta, l'algorithme spectral fait au plus epsilon n RE. D'accord? Ça, c'est la conclusion de ce matin. Donc essentiellement, si vous avez, si vos paramètres sont au moins log n sur n, c'est ça, et on va garder en tête.
Si P et Q sont au moins de la taille log n sur n, on a un algorithme, l'algorithme spectral, qui fonctionne et qui vous donne ce qu'il faut. Donc le raffinement qu'on va voir cet après-midi, je vous fais un petit teaser pour le cas où vous décideriez d'aller voir autre chose. On va faire un autre algorithme qui va quand même encore être basé sur la décomposition spectrale de l'espérance de A. Donc c'est bien, on va recommencer doucement sur la digestion, ça fait du bien. Et celui-là, il va enlever ce truc-là. On va juste être en 1 sur n. On va voir pourquoi c'est vachement mieux d'être en 1 sur n que log n sur n sur des applications plus pratiques. Voilà, on aura du boulot. Ça va être basé sur encore le contrôle d'une norme d'opérateur de A moins E de A, mais pas la norme, enfin, pas la norme d'opérateur. Ça va être encore une norme, mais pas la norme d'opérateur. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour ce matin. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que vous reviendrez en pleine forme, bondissant, et avec la faim d'apprendre cet après-midi. Si vous avez des questions. Ah oui, bien sûr. Oui. La dernière ligne de... Non, faites l'autre partie du tableau. Là. Alors, là... Ah, donc là j'inverse. Donc j'ai dit, j'ai ça avec cette probabilité-là. Maintenant je choisis T. Donc pour que le minimum... J'ai oublié minimum. Pour que le minimum de ces deux quantités-là, l'exponentielle de moins ce minimum fois 2 petit n soit plus petit que delta, il faut que ce soit vrai pour chacun des deux termes. Alors maintenant, je résous 2n exponentielle de moins t2 sur n2p égale delta. D'accord, donc ça me fait ça sur 2n. Je peux enlever lui, je peux prendre le log. J'ai moins, donc ça fait log dans l'autre sens. J'ai ça, je multiplie par n carré fois p, donc ça me fait t carré n carré fois p, fois ça, et puis je prends la racine. Ça me fait ce premier terme-là. D'accord ? Et après, je résous le deuxième, donc c'est 2n exponentielle moins t qui est égal à delta, et je fais pareil. Donc je divise par 2n, je prends le log, j'inverse parce que je mets le moins, et je me retrouve avec ce deuxième terme ici. C'est pas forcément trivial de le voir en une seconde, mais par contre, je suis sûr que vous savez tous résoudre le truc. C'est juste pour ça qu'il y a certains calculs qui vont un peu plus vite. Mais... Faites-vous confiance. S'il y a une étape que j'ai passée vite, vous saurez la trouver tout seul. J'ai un micro. On va manger ? Ouais. Bon, bah, allez. Bon appétit!